Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Standard Loto, votre rendez-vous 100% rouge sur Divertissez-vous. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque mercredi soir pour parler du Standard de Liège, de son actualité. D'ailleurs, on commence tout de suite dans ce sommaire avec les 3 points importants d'Ali Lukunku. Ensuite, le point presse, on va revenir sur cette défaite un peu surprenante, un peu décevante du Standard face à Courtrai. On va tenter d'essayer de comprendre ce qui n'a pas été, tout simplement. La story, on va parler d'un sujet qui est encore un peu inconnu pour le grand public, c'est le secteur du sponsoring, le secteur commercial au sein du Standard, avec Benjamin Mignot, qu'on a été suivre durant le match face à Eupen. Il nous expliquera dans ce reportage son métier, tout simplement. D'ailleurs, Benjamin Mignot sera aussi en plateau pour apporter un peu plus d'éléments par rapport à son travail. C'est dans le rouge du soir. Parole de supporter, cette semaine, vous avez voulu parler de 777 partenaires, je n'en dis pas plus. Et puis le camp adverse, gros match qu'attend le Standard ce week-end face à l'Union. Le deuxième du championnat, ça va être costaud, mais on va essayer de comprendre comment cette équipe unioniste joue pour apporter des petits éléments de réponse. Peut-être si le coach nous regarde, il n'a pas besoin de nous, mais quand même, on va essayer d'analyser cette équipe. Et puis le game, en fin d'émission, avec encore des questions sur l'actu du foot. Pour nos deux invités du soir, Ali Lukunku, salut. Salut Malik. Et Jean-François Rémy, notre rédac-chef Vous Sport, qui est présent. Alors Jean-François, quand tu nous as quitté, au niveau du game, il y avait un écart, hein. Oui, on s'était dit. J'attends le jeu avec impatience, parce j'ai que une revanche à prendre. Je ne sais pas si, mais justement, ta revanche, elle va être peut-être ce soir, parce que je ne sais pas si tu as suivi les dernières émissions, mais là, on est à égalité. Eh ouais, Ali Lukunku, c'est un peu laissé aller. Parce que je suis plus venu pendant plusieurs semaines, il y a égalité. Ouais, mais attention, parce que cette semaine, ça va être des questions ouvertes, donc peut-être que ça va être un peu plus serré que la dernière fois. Bon, Ali, t'as révisé quand même, hein. Oui, un peu. Bon, je te dis, t'as suivi un peu l'actu Ligue des Champions, donc il y aura des questions par rapport à ça. Il connaît 1000 chansons, c'est pas ça seul. Allez, vous regardez Standard Loto et on commence donc cette belle émission ce soir avec le hat-trick d'Ali Lukunku. Bon Ali, les 3 points importants à retenir cette semaine, c'est quoi ? Le premier point, c'est la belle opportunité, une fois de plus gâchée. Je pense qu'elle est importante psychologiquement, vu la série de matchs qui va arriver. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. J'ai l'impression qu'on avait mis un peu de pression aussi par rapport à ça, de se dire ouais, si le Standard gagne, il se rapproche des playoffs. J'ai l'impression qu'on en a fait beaucoup dans les médias par rapport à ça. Et en même temps, c'est normal, c'est la réalité du moment. Donc il faut en parler quand c'est là, et c'est mieux d'en parler parce que le Standard est là, mais c'est dommage. Parce qu'il y avait moyen. Je pense que cette équipe de Courtrai n'était pas plus forte que le Standard, mais j'ai trouvé qu'il y avait eu un manque d'engagement, surtout en première mi-temps, de vouloir sceller rapidement le score et montrer ses intentions. Et puis, bon, il y a ce manque aussi offensivement, on n'arrive pas à faire la différence offensivement. On a vu le système a changé, on a joué avec un seul attaquant, parce que bon, il y avait oui, peut-être, mais après c'est l'animation aussi offensive qui a manqué un petit peu, je veux dire, de dynamisme et de créativité. Et puis bon, malheureusement, vous n'êtes jamais à l'abri de prendre un but ou l'autre. On a vu qu'il y avait un petit peu de laisser-aller. J'ai pas eu l'impression que les joueurs sont rentrés dans ce match en se disant que s'ils gagnaient, ils pouvaient vraiment faire quelque chose de beau. Comment ils l'ont préparé, ça on ne sait pas. Maintenant, ils vont devoir faire la différence dans les matchs importants. Hein. Peut-être que c'est ça que le Standard a besoin aussi. On va continuer donc du coup ces explications et cette histoire, ce match, cette défaite face à Courtrai avec toi Jean-François dans le point presse. Ce qu'il fallait retenir cette semaine dans la presse, c'était facile. Tout le monde a un peu forcément parlé de cette défaite face à Courtrai. Donc le premier article nous vient de Sudinfo, où là, effectivement, on a plutôt Ronny Della qui s'exprime, qui dit on doit retrouver nos bases, des bases qui ont permis à l'équipe de faire de belles performances, mais pour cela, on a besoin que tout le monde fasse son job et aide son partenaire. Ça, c'était pour la petite intervention de Ronny Della dans le quotidien Sudinfo. L'ADH, cette fois-ci, qui parle, et c'est peut-être le point positif de cette soirée, c'est le retour d'Aimon qui dit « J'ai cru que c'était la fin de ma carrière ». Le Gomais qui se dit heureux d'être revenu sur le terrain après 5 mois d'absence. Pour rappel, il souffrait d'une tendinite au genou. Donc ça, c'était pour l'article de l'ADH. Et la Libre qui parle de l'AFIS. Et là, je voulais avoir d'abord ton avis là-dessus, Jean-François, par rapport à la suspension. Donc, un match de suspension avec une amende de 1 000 €. Forcément, le Standard n'a pas accepté et donc a été au comité disciplinaire. C'est un peu sévère, vraiment pour revoir le match.
ce tirage de maillot, ok, il y en a beaucoup dans le foot, mais de là à donner un match de suspension, la carte rouge, on peut en discuter, mais un match de suspension, c'est sévère pour toi? C'est sévère, c'est le règlement en fait, voilà, c'est l'application du règlement et je trouve que dans l'application stricte du règlement, je ne l'aurais pas fait comme ça. Mon feeling personnel, je trouve que ça pouvait mériter une carte jaune éventuellement, mais... Ouais, le problème c'est qu'il met un carton rouge. À partir du moment où il y a un carton rouge, il y a la suspension, on ne peut pas... la question est, est-ce que ça méritait un rouge ou pas? Ceci dit, c'est tombé ce matin. Il paraîtrait que Leifis pourrait jouer contre l'Union parce qu'effectivement, le Standard l'a défendu en proposant. Oui, il a un match avec sursis. Un match avec sursis. Donc, bon, moi, personnellement, je trouvais que c'était un peu sévère vu entre guillemets, la dangerosité de l'action. C'est pas dangereux, il n'y avait rien de dangereux. Je veux dire même, par contre, c'est le dernier homme. C'est le dernier homme. Mais c'est volontaire, c'est le dernier homme, donc l'application de règlement, c'est carton rouge. C'est double peine. Je trouve ça toujours dommage, moi, d'avoir une double peine dans ce genre de cas-là, que ce soit pour Leifis ou pour un autre. Je trouve que le penalty se justifie parce que malheureusement il y a un tirage et que voilà, il se voit. Par ailleurs, le rouge, je trouve. Alors, c'est pas scandaleux. Réglementairement, oui. Le feeling du match et le feeling de l'action, je trouve que ça mérite jaune. Si ça se passe au milieu du terrain, c'est pas rouge. Mais après qu'on l'applique parce que c'est le dernier homme, parce que voilà, etc. Bon. À partir du moment où il siffle penalty, il est obligé de lui mettre un carton. Voilà. Il peut pas. Bon, c'est réglé. C'est réglé, mais bon, c'était aussi parce que le garçon avait un casier quasi vierge aussi, donc j'avais le sentiment qu'on pouvait un peu. Non, c'est la reconnaissance aussi du fait que la situation ne méritait pas une suspension supplémentaire. Le Standard a déjà été pénalisé en étant à 10 sur la fin du match, ce qui peut-être change quand même le cours aussi des événements. Même si à 2-0, ça devenait un peu compliqué. Justement, Jean-François, on continue dans cette explication de cette défaite en regardant le 11. Donc Ali parlait il avait le sentiment d'avoir un manque d'engagement. Quand on regarde ce 11, qu'est-ce qui, toi, t'avais plu, t'as moins plu? Parce qu'on a l'impression que de semaine en semaine, c'est quand même un 11 qui se dessine, avec des mecs qui commencent à se connaître bien, qui commencent à avoir une cohésion. Et là, patatras, quoi, face à Courtrai. Oui, et en même temps... Si on regarde le match avec objectivité, on peut se dire que le Standard, sans avoir fait un mauvais match, parce que je ne pense pas qu'on peut faire le constat d'un mauvais match, on peut faire simplement le constat d'un match inefficace. Inefficace dans un sens comme dans l'autre, inefficace sur le plan offensif. C'est un peu moi ce que je retiens, il se crée peu d'occasions. Et je vais prendre un exemple pour ça, et peut-être qu'Ali donnera un avis plus pertinent encore, puisque c'était sa position. J'ai trouvé que, par exemple, dans l'utilisation d'un joueur comme Oyo, par exemple, on est un peu à contre-emploi. C'est-à-dire qu'on a observé cette dernière semaine qu'il avait de la verticalité, qu'il avait cette possibilité d'attaquer les espaces, et il a toujours joué de haut but, ou quasiment toujours. Et c'est un petit peu ce qui pose problème pour le moment. Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que le Standard se retrouve dans une configuration où, par exemple, face à Courtrai, ils doivent faire le jeu, prendre le jeu en main. Et je pense que ça leur pose... On va voir dans les semaines qui vont venir maintenant, où ils vont se retrouver dans un autre contexte de match. Il faudra résister, évidemment, sur le plan défensif, mais malgré tout, les espaces, ils vont peut-être les trouver plus naturellement. Ici, moi, ce qui m'a un peu dérangé face à Courtrai, c'est qu'ils ont été... dans l'animation générale, je ne veux pas mettre ça sur un plan individuel. Je ne pense pas qu'un joueur monte sur le terrain avec comment je vais dire ça. Je pense plutôt que quand il monte sur le terrain, il a toujours l'intention de bien faire. Donc je pense que ce n'est pas c'est pas là qu'il faut chercher le souci. Mais collectivement, ils n'ont jamais pu se mettre, en tout cas, dans, je dirais, les meilleures dispositions pour que chacun puisse exploiter son potentiel et ses qualités. Malgré tout, on a l'impression que ça trotte dans la tête le fait de se rapprocher des playoffs 1 quand on entend Arnaud Baudard qui disait à chaque fois qu'on peut faire une bonne affaire, on perd des points bêtement. Comme si il le savait et qu'il s'était mis une espèce de pression pour faire le match qu'il fallait pour revenir. Et il perd des points tout court, c'est même pas une question de les perdre bêtement ou pas bêtement, il perd des points tout court. Et de toute façon, il y a des explications. Quand on regarde les équipes qui sont au-dessus du Standard au classement, toutes ces équipes-là sont beaucoup plus efficaces lorsqu'elles doivent prendre des points à domicile dans des matchs où ils sont favoris. Ils prennent les points. Et on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y avait on en parlera tout à l'heure plus précisément, mais il y a une stat intéressante concernant l'Union face aux équipes un peu, entre guillemets, moins fortes qu'elles. Donc voilà, le match peut être ouvert à ce moment-là. Mais pour revenir à ce match, Ali,
Ben voilà, manque d'engagement pour toi, peut-être pas la bonne position pour Oyo. Bon, on rappelle que Perica était blessé. C'est pas la bonne position. Je dis c'est pas la bonne. Non, mais je pose la question. Rien à voir avec la bonne position. C'est à voir avec l'exploitation de ses qualités individuelles. Alors c'est bien de jouer dos au but, mais pas tout le temps. À un moment donné, il faut qu'il attaque l'espace. C'est ses qualités. Oui, mais justement pour ça, il faut créer les espaces. Et des fois, pour les créer, il faut avoir à un moment l'intelligence de dire bon. Ils nous attendent, on a du mal à trouver les brèches. Peut-être essayer de faire ressortir cette équipe en la gardant, en aspirant justement l'adversaire pour venir, pour créer les espaces. Et le Standard a souvent, on le voit, attaqué, donc les autres attendent. Et puis techniquement, il faut dire que Courtrai a su bien sortir les ballons. Et puis, voilà, comme je dis, sur une ou deux actions, vous mettez en danger. Et puis, il y a la chance aussi, qui est là, sur le but je ne sais pas comment il s'appelle, le joueur Wazinski. Ah oui, il est un peu chanceux, la balle vient sur lui, il la reprend, ça aurait pu finir aussi 0-0. Mais je veux dire, à la limite, c'est peut-être mieux que ça se termine par un 0-0. On gardait le 0 si on n'arrive pas à marquer. Mais pour marquer, il faut que, offensivement, je trouve qu'il n'y a pas assez de cohésion. On a l'impression que chacun veut faire son truc. Et puis si ça ne marche pas, il y a un autre qui essaye, et puis au bonheur la chance si ça rentre. Il n'y a rien de construit offensivement. En fait, et le retour d'Aimon, c'est plutôt un point positif ou non? Enfin, pour le garçon, en tout cas, ça l'est. Ça fait plaisir de le revoir sur le terrain. Pour lui, ça l'est, mais dans le contexte du match, ça n'a aucun. Voilà, c'est juste un truc de presse le lendemain, de signaler quelque chose de positif. Tant mieux. Je suis très content pour lui. Non, mais ça veut peut-être dire aussi. Ce qui est bien, c'est que ça donne une solution ça donne une solution supplémentaire dans le match. Oui, dans le match face à Courtrai. Et pourtant, à un moment, il y a une occasion où si on lui donne la balle, il est tout seul. Mais il y a aussi le fait qu'il n'est plus dans le groupe depuis longtemps, donc il y a ces connexions-là que lui n'a pas encore avec les autres. Donc c'est un petit peu dommage. Mais je pense qu'il va faire du bien s'il arrive à retrouver son niveau. Ça rejoint un point sur lequel je voulais entendre Ali rien plus loin, parce que c'était quand même son poste. Mais dans des zones offensives comme ça, tu n'as pas l'impression justement qu'à un moment donné, la première intention est souvent la bonne. Et ici, c'est souvent... Il y a souvent quelque chose qui fait que la première intention, elle viendra après. On essaie d'abord un autre truc, on essaie d'abord un truc individuel, on essaie d'abord quelque chose. Alors qu'il y a parfois une recherche d'espace qui est plus simple. Et je pense que l'entraîneur, au travers de ses propos, retrouver nos bases. C'est ce qu'il dit lui-même, retrouver les bases. Les bases, c'est la simplicité. C'est ce que tu dirais, la simplicité du jeu. Jean-François, franchement, je te lance là-dessus, parce que tu es journaliste et aussi coach. Comment on s'adresse? C'est toujours compliqué de se mettre dans la peau de Ronnie. Je souhaiterais... Mais je veux dire, comment on se comporte? Moi, j'entends, en tout cas, comme coach, c'est la question. Ouais. Si j'entends comme coach que quand l'entraîneur dit « retrouvons nos bases », c'est « retrouvons la simplicité de notre jeu ». C'est ce que j'entends, moi. Par rapport à ça et par rapport au fait de pouvoir du coup mieux exploiter les qualités de chacun. En fait, on a l'impression qu'il y a le collectif, mais chacun essaie de faire un petit peu trop. Je trouve qu'on en fait parfois trop, alors qu'il y a des choses plus simples à faire, il y a des choses plus évidentes à faire, il y a des espaces plus faciles à attaquer et c'est un peu ce qui pêche. Alors je ne sais pas si c'est exactement ce que l'entraîneur a voulu dire, mais retrouvons nos bases, retrouvons notre efficacité. Le football est un jeu relativement simple. C'est-à-dire que quand il y a un ballon à donner, il faut le donner, parce qu'après c'est trop tard. Et c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais sur le plan offensif, je ne sais pas si tu as ressenti la même chose. Moi j'ai senti vraiment du manquement. On n'avait pas l'impression d'avoir un attaquant. Pour moi, sur ce match-là, j'ai eu l'impression que le Standard a joué sans vraiment un attaquant. On a vu beaucoup les ailiers, on les a vus repiquer, essayer de frapper, mais on n'a pas vu d'attaquant. Il y a eu très peu de centres. Au niveau des individualités, je voulais à nouveau le mettre en avant, même si le contexte n'y est pas, mais je trouve que de match en match, il se montre de plus en plus intéressant. En montrant la stat du jour, ce chiffre 91. Alors Ali, ne fronce pas les sourcils parce que je sais qu'avec les stats, tu as toujours un peu de mal, mais quand même, ici, c'est ce révélateur, ce chiffre 91, ça représente quoi selon vous, pour vous? C'est un pourcentage déjà? Non? Bon, allez, j'y vais direct. C'est le pourcentage de passes réussies par Steven Alzate. Pourquoi? Parce que je trouve que de match en match, Steven Alzate prend de plus en plus une place qui lui est due. Après la sortie de Raskin, c'était compliqué d'arriver derrière. Maintenant, j'ai l'impression qu'il fait son trou, petit à petit, même si les résultats ne suivent pas. Lui,
On a l'impression qu'il s'adapte de mieux en mieux dans cette équipe. Oui, il s'adapte mieux. Maintenant, il faut regarder, encore une fois, les stats, les passes. Si vous faites des passes à 3 mètres... Oui, je savais que tu allais cet argument. Non, mais c'est vrai. Ou même des passes, mais Nous, c'est un très bon joueur. On voit que techniquement, il est à l'aise. Et par exemple, un garçon comme ça, un peu plus haut, vous savez, des passes entre les lignes. Il y a un but que le Standard a marqué, que je trouvais magnifique. C'est contre, je ne sais pas si c'était Bruges, je ne sais plus, où ils font un jeu à 3 avec Alzate, Chanak. Contre l'Antwerp, je crois. Bah, Alzate, Chanak, et c'est Chanak qui marque. Hein. Voilà, ouais, mais voilà, ça, on ne voit plus. C'est quelque chose qu'on ne voit plus et qu'on a besoin de voir. Bah, qu'on ne voit plus ou qu'ils ne font pas parce qu'ils veulent chercher comme disait Jean-François mais parce que déjà Alzate est plus bas. Alzate joue un peu plus bas, il joue plus en sentinelle qu'en numéro 8. Et c'est là où je trouve que lui est beaucoup plus intéressant là, dans la passe, dans les derniers 20 mètres. D'accord avec ça, Jean-François ? Je comprends l'explication. Moi, je trouve que c'est un joueur très intéressant. Je trouve que c'est un joueur qui est largement au-dessus des joueurs globalement de notre compétition sur le plan technique. La qualité de ses premiers contrôles, la qualité de tout ce qu'il fait est propre. C'est vraiment... Voilà. Après, je rejoins évidemment... Je pense que dans le match du Standard, c'est inabouti en fait. C'est inabouti dans les idées, c'est inabouti dans les choix, c'est inabouti dans les intentions, c'est inabouti dans... Et donc, je vous donne un exemple. Il y a une action à 3 qui se passe sur le côté droit à un moment donné avec Fossé qui part 2 fois de suite. Voilà, oui. mais une fois, il met derrière la tribune et une fois, il met... passe en retrait, mais qui n'est pas... passe en retrait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas abouti. Prenez un joueur comme William, par exemple, qui apporte énormément de choses au niveau du lien du jeu. C'est pas abouti sur le plan offensif. Il lui manque un petit truc sur le plan offensif, pour l'instant. Donc, je pense que moi, mais c'est ma perception, et c'est comme ça que je le vois, c'est parfois de retrouver dans les derniers 30 mètres des choses simples. La simplicité du déplacement et de la passe. Et là, Alzate, je comprends, c'est pour ça que du coup, parce qu'il a cette capacité à avoir un premier contrôle et un jeu dans l'intervalle qui va libérer tout de suite. Voilà. C'est dans son esprit de jeu à ce garçon. Lui, il a ça. Il contrôle passe, il joue que pour ça. Donc c'est pour ça que pour moi, le voir plus haut, ce serait plus intéressant. Vous avez un Chimirod que vous pouvez mettre en 6. Oui, vous reparlez de revenir aux bases, mais c'est ce qui justifie un peu la reconstruction de cette équipe. Hein. C'est pas en une demi-saison qu'on arrivera à retrouver quelque chose de fluide, de simple, cette etc. équipe actuellement... elle l'a fait. Voilà, elle l'a fait pendant tous les 6 premiers mois. Ben oui, mais ça fait partie, j'imagine, de l'expérience d'être régulier plutôt que... Oui, mais elle l'a. Enfin, en tout cas, elle l'a. On l'a vu pendant... On ne dit pas qu'elle n'est pas capable. Non, on l'a vu pendant longtemps, donc on sait que c'est présent. Faut juste que, peut-être que là c'est le discours du coach, peut-être que, ou c'est peut-être les joueurs qui se sont dit, c'est Courtrai, le dernier match à domicile, on perdait 1-0, on en a mis 3. Ça, je pense que ça fait partie de oui, pour moi, c'est le profil du match, c'est-à-dire qu'en fait, ils se retrouvent dans des matchs où ils doivent faire le résultat. Ouais. Et ils sont souvent en difficulté quand ils prennent des contres. On avait déjà vu ça contre Saint-Tron en domicile, on avait déjà vu. Alors parfois ils s'en sortent, parfois ils s'en sortent pas. C'est un peu. Et puis il y a manqué aussi un petit peu sur ce genre de match. Il faut mettre un peu des tampons, quoi. Moi, j'ai pas vu le Standard mettre des tampons. Les mecs encore trop gentils ou... oui, là on veut jouer beau. Oui, c'est nous, on est à la maison. On veut... Non, les mecs, tu les rentres dedans. Et là, ils vont comprendre. Il y a des matchs comme ça. Vous les gagnez comme ça. Et moi, notre championnat est réputé pour ça. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y a pas eu assez de ça. Donc l'adversaire, il prend confiance et il joue, parce que Courtrai a joué, a essayé de jouer. Ils ont fait des sorties. Non. Ouais. Bon, on peut le dire, c'est une petite claque, mais on verra tout à l'heure avec toi, Jean-François, parce que tu veux nous quitter quelques instants pour analyser le prochain match. Ben là, il n'y a pas de surprise. Ils savent contre qui ils vont tomber, il va falloir y aller. En plus, à l'extérieur, je pense que les joueurs ont peut-être envie de se reprendre et de prouver, justement. C'est peut-être ce genre de match aussi où on va les voir beaucoup plus entreprenants face à une équipe qui est quand même très très solide et joue un jeu très régulier, c'est l'Union, quoi. Le Standard a toujours été bon contre les gros adversaires. On va dire dans la deuxième partie un peu moins. Est-ce que ça va être plus facile ? Ils n'ont pas la même responsabilité du jeu. Oui, voilà, déjà ça c'est une chose. Donc après, comment le coach va mettre une équipe en place pour pouvoir contrer l'Union,
Sur un match comme ça, honnêtement, tout peut arriver. Ouais, vous pouvez c'est sortir un très gros match ou vous pouvez prendre une caramel aussi. Hein. Ouais. Bah, on verra ça. On continuera l'explication tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une question pour toi, Ali, parce que chaque semaine, on a une question d'un supporter. Cette fois, elle t'est directement adressée. On va voir ce qu'il nous raconte. J'aurais une question à Ali Lukunku, que je pense qui est sur votre plateau. Ali, j'aimerais te demander quel était ton meilleur souvenir sous le maillot du Standard? Bon, c'est vrai que je me souviens que j'avais posé cette question à la toute première émission, mais pour ceux qui débarquent dans cette belle émission qu'est Standard le Talk, là, maintenant, vous allez avoir la réponse. Ali Lukunku. Ali, ton plus beau souvenir? Waouh, j'en ai plein, donc... Bah, les choses disant. Il y en a pas un, quoi. Bah, si tu devais en prendre un, vraiment un, allez. Outre le fait que tu es en plateau avec nous, ça c'est un très beau souvenir, je le sais, mais... Bon, personnellement, je vais prendre un but que moi j'ai marqué. C'est celui que je marque contre Genk. Celui-là, c'est un de mes plus beaux buts. Le stade est plein. On n'entend même pas nos collègues sur le terrain. Et puis, ben, voilà, j'ai une balle qui vient. Et je me dis, bon, je vais frapper. Personne ne s'attend à ça. Et puis là, bon, ben... Une prune. Ouais, ça restera... t'en souviens, je pense qu'on en avait un peu parlé quand on s'est demandé un peu... Je pense que c'est ton papa qui commentait. C'est possible. Avec Georges Grune, à l'époque, et Canal+. Ouais. Donc voilà, je dirais que ça restera Asclessin, un de mes plus beaux moments, quoi. Mais personne s'y attendait, mais toi, tu t'y attendais aussi quand tu allais chez la frappe. Ah, tu savais où t'allais? Non, moi, dès que j'ai vu le ballon revenir, je savais ce que j'allais faire. Mais Mika Gossen qui me dit, mais donne-moi la balle, quoi. Mais là, je regarde personne, donc là, c'est, je sais pas, l'instinct du buteur, 30 mètres. Et puis, j'avais la baraque à ce moment-là, et voilà. C'est vrai que j'aurais aimé le voir au match de gala, cette frappe-là, mais on n'était plus dans le même contexte. Non, ça c'est terminé. Moi, je vous le retrouve. Alors, ça c'est terminé. Si c'est des droits Canal, je vous le retrouve. Ouais, non. Ah, ça serait cool. C'est un but que j'ai gardé. Moi, je le ramène. Je m'engage à le ramener d'ici la fin. Ah, vous l'avez entendu, Jean-François Rémy, notre rédacteur chef Vous Sport, nous ramènera ce beau goal, parce que même moi, j'étais trop petit pour le voir, donc je suis vraiment curieux de voir. Ouais, c'était janvier 99, je pense. Ah non, trop petit. Janvier 99. Ouais. Pas né. Bon allez, Jean-François, on se retrouve tout à l'heure du coup pour la partie camp adverse. On entame maintenant la deuxième partie de Standard le Talk avec un sujet plutôt intéressant, le commercial, le sponsoring avec Benjamin Mignon. Mais d'abord, ce grand reportage, la story. Mais au final, moi j'ai le métier le plus facile du monde. Mais bon, voilà, c'est une question de relation aussi, de fidélisation. Les gens se disent, oui mais on est bien accueillis, on mange bien. Je suis Benjamin Migneux, donc je suis le directeur commercial du Standard de Liège. Donc en fait, le rôle, je chapeaute en fait une équipe qui va à la fois gérer tout le volet partenariat et sponsoring, tout le volet ticketing business, donc expérience business, qui va gérer le merchandising et également tout ce qui est marketing, donc toutes les décisions liées au marketing du club dans les différentes sphères du club. Toutes ces différentes compétences sont également liées à la communication, qui fait également partie maintenant de ce qu'on appelle un pôle business dont je suis le directeur, et avec le statut de directeur commercial. Donc on est une équipe d'une quinzaine de personnes qui travaillons hors jour de match et pour beaucoup également les jours de match avec une mission plus spécifique. Ici en fait on est au Club Affaires qui est le plus grand espace au niveau business puisque c'est 616 sièges et donc toujours en avant-match, en fait je passe ou des membres de l'équipe passent pour vérifier que tout est en place, voir avec le traiteur, donc qui est toujours un traiteur externe au club et donc voir si tout est en place, voir la liste des personnes présentes, des tables des sociétés présentes pour déjà pointer peut-être les sociétés à aller saluer parce que peu habituel ou même déshabitué, mais en tout cas de savoir qui est présent dans l'espace et voir si tout est en ordre. Il y a toujours des petits problèmes de dernière minute, un ajout, une suppression et des petits soucis à voir alors avec le traiteur. Et donc on arrange ça juste avant le rush, puisque 2 heures en avant match, l'espace va ouvrir. Et là, une fois que c'est lancé, on ne doit plus avoir de fausses notes et ça doit dérouler beaucoup plus fort. Donc en fait, au niveau business, on va catégoriser, on a vraiment une catégorisation très simple qui est de 2 types. Donc soit vous êtes un partenaire, un sponsor du club. Donc là, l'idée, c'est que vous avez en fait un élément de visibilité en lien avec le club. Ça part d'un panneau fixe dans le stade jusqu'à une publicité digitale sur nos écrans d'IPTV dans les espaces business. Et alors, on va aller sky is the limit.
le maillot, la présence de certains sponsors commerciaux sur le maillot. Donc là, tout élément de visibilité que vous avez, du plus petit au plus grand, ça vous rend le statut de partenaire du club. Il n'y a pas de catégorisation gold, silver, bronze. On est vraiment dans chacun un contrat sur mesure et vous êtes un partenaire du Standard de Liège. Et puis à côté de ça, vous avez tout ce qui est client business, où là, en fait, simplement, vous avez des sièges à la saison, une loge, des sièges dans différents espaces business qui existent. Et donc à ce niveau-là, vous êtes un client business sans aucune visibilité, mais c'est une catégorisation qui nous permet vraiment, qui est assez simple à expliquer aux clients. Et puis voilà, vous faites un choix et il n'y a pas de pression dans un sens ou dans l'autre. Donc en fait ici on est au Rouge du Poivre. Donc le Rouge du Poivre est en fait un restaurant, donc un restaurant tout ce qu'il y a de plus classique, indépendant du club, mais qui est dans la tribune 1 du stade du Standard. Donc c'est un restaurant ouvert avec des heures d'ouverture assez classiques, sauf que les jours de match, la petite particularité, c'est qu'il est privatisé par la direction du club. Donc c'est en fait un espace ultra VIP, puisqu'en fait vous avez ici la table qui va en fait accueillir le dîner officiel du club. C'est une tradition respectée dans tous les clubs professionnels. On accueille la délégation et la direction de l'autre club et quelques invités qu'ils ont choisis. Et donc nous, on a une stratégie qui est en fait d'inviter des personnalités. Et c'est une manière pour les personnes d'appréhender le club et parfois sans être fan du Standard, d'appréhender le club d'une autre manière parce qu'il y a un côté exclusif mais pas du tout clivant. Donc le match, on le regarde à l'extérieur avec une veste, on n'est pas du tout dans une sorte de quelque chose de trop luxueux. Mais c'est quand même une expérience assez particulière. Et donc vous avez donc l'apéritif qui se passe pour le moment dans cette partie-là. On va ensuite passer à table et toujours le repas est en avant-match. En tout cas, ici, on a vécu une soirée encore assez agréable parce qu'on a gagné. Donc ici, je veux dire, on est sur quelque chose. C'est toujours plus relax une fois qu'on a gagné parce que le ressenti des clients est plus. Souvent, on est quand même 80% des personnes sont quand même pour que le Standard gagne. Donc dans les espaces business. Donc ici, déjà, les personnes ont une tendance à être un peu plus heureuses et moins agressives parce qu'il faut toujours se dire une chose, quand on ne gagne pas, la bière est moins bonne, le repas est moins bon et les gens sont moins beaux. C'est une réaction normale d'un supporter ou d'un visiteur, enfin d'un invité. Donc ici, on est dans une soirée qui finit bien et donc comme on espère qu'elles se finissent tous, c'est pas toujours le cas mais voilà, on est là quand ça ne va pas, mais quand ça va bien on en profite et évidemment l'ambiance est tout de suite un peu plus festive. Ici on ne sait pas trop quand la soirée va se terminer, mais en tout cas on va profiter aussi du moment parce qu'on ne gagne pas à chaque fois et donc il faut profiter de chaque moment et là c'est un bon moment donc c'est très agréable. Donc voilà. C'était donc la story et l'acteur principal de ce reportage est avec nous, c'est le Rouge du Soir, Benjamin Mignot. Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Standard Le Talk. Bon, en 5 minutes, ça, on a plutôt bien résumé votre travail. C'est un résumé assez fidèle de mon travail un jour de match. Alors, un jour de match, mais au quotidien, directeur commercial, ça consiste en quoi alors ? En fait, l'idée, c'est que d'abord, c'est un travail comme un directeur commercial de toute société, donc c'est-à-dire c'est un travail aussi de bureau, de rendez-vous, interne, externe. Ici, la manière dont on est organisé fait que c'est une équipe, on est une équipe donc dans le pôle business tel qu'on l'appelle d'une quinzaine de personnes. Donc c'est aussi c'est aussi une partie de gestion RH, je vais dire, de personnel, de projets des différentes personnes qui composent ce département, à la fois du marketing, de la communication, du commercial, du ticketing business. Donc il y a vraiment différentes compétences et donc c'est vraiment travail. Je veux dire, il n'y a jamais 2 fois la même journée. Mais vous avez dit, c'est comme tout type d'entreprise, mais pardon, mais un club de foot, c'est pas n'importe quel type d'entreprise. Donc comment on est directeur commercial d'un club pro en plus comme le Standard de Liège ? Alors, il y a une grosse différence et qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs, c'est le volet émotionnel qui va nous toucher. C'est-à-dire que nous, le résultat sportif impacte quand même d'une certaine manière le vécu de nos partenaires et de nos clients business notamment, ou de nos supporters. Et donc c'est sûr qu'il y a ce côté émotionnel dont on doit tenir compte. Et la meilleure campagne marketing lancée en lien avec le club, si elle se fait le lendemain d'une défaite par exemple, aura beaucoup moins de retentissement qu'après une victoire contre un éternel rival. Donc c'est sûr que ce volet émotionnel, on doit en tenir compte et c'est vraiment une des grosses différences.
Je dirais que le Standard est une société comme les autres par rapport à tous les départements habituels qu'on peut rencontrer dans une société, sauf que pour la plupart, et notamment le pôle commercial, on doit tenir compte de ce volet émotionnel qui est capital. Si on n'en tient pas compte, sinon les retours risquent d'être vraiment très négatifs et bon, on doit vivre avec ça. Et c'est ce qui en fait aussi un métier passionnant parce que voilà, on connaît le Standard et c'est parfois avec des bas, mais aussi avec des très hauts. Ouais. On doit vivre avec ça au jour le jour. Ali, l'émotion, c'est quasiment le synonyme du Standard. L'émotion, on part dans tous les sens. Dans ce club, comme le disait Benjamin, ça va de la plus belle émotion à la plus triste, en fait, dans ce club. Hein. C'est jamais au milieu, quoi. Donc, quand ça marche bien, moi je comprends. Hein, ça m'arrive d'aller voir les matchs. D'ailleurs, j'aime bien aller voir les matchs aussi dans la partie business. Benjamin m'a déjà invité plusieurs fois. Ah oui, donc c'est une autre ambiance, c'est très agréable. Effectivement, il n'y a rien à faire. Moi, je vois ici, par exemple, le match contre Courtrai. Je pense qu'il y a eu un peu moins, ça a un peu moins bien marché, et d'où les joueurs ils doivent savoir aussi tout ça, parce qu'il y a une importance. Ils ont un rôle capital dans leur travail aussi. Ça veut dire que si demain tout se passe bien sur le terrain, les gens ont envie de venir. Et là c'est plein. Donc, et c'est toujours beaucoup plus agréable quand c'est comme ça. Ouais. Et tu lances parfaitement la question. Bon, je précise, le reportage avait été fait lors de la victoire face à Eupen, donc on sent quand même l'atmosphère plutôt positive. Mais Ali a mentionné quelque chose de très important, ce sont les joueurs. Quels sont les rôles, entre guillemets, je dirais commerciaux, les obligations commerciales des joueurs, par exemple ? En fait, en jour de match, normalement, d'abord, la priorité d'un joueur, c'est d'abord de prester au niveau sportif. Ouais. Donc là, ce qui n'est pas ma compétence. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, les joueurs ont un rôle à la fois, je veux dire, commercial et social en tant qu'employés du club, parce que ce sont des employés du club. Et donc, on utilise les joueurs, notamment, souvent, dehors des jours de match, évidemment, pour des actions, que ce soit marketing, commercial, des séances de dédicaces qu'on a déjà fait, par exemple, liées à un pop-up store au centre-ville de Liège, ou parfois lié à un partenaire. Donc il va y avoir des shootings, photos, vidéos, de nouveau liés à souvent des sponsors. Et alors vraiment aussi un engagement social, aller rendre visite à des enfants malades ou des engagements sociaux que le club a pris. Mais donc de manière générale, ça se passe toujours très bien et on a une bonne relation avec la cellule et la cellule sportive à ce niveau-là, mais de trouver le bon équilibre, de ne pas les déranger en préparation de match et notamment en jour de match où là c'est toujours un petit peu plus compliqué et là leur priorité elle doit être sportive absolument. Ali, j'imagine, tu te souviens de ces moments-là aussi, hein, de tes Ouais, mais je trouve que ça a vachement changé parce que nous, à notre époque, déjà, alors, on était obligé d'y aller, mais on prenait du plaisir à aller. Ici, moi, je suis souvent allé, donc, notamment en business. J'ai vu rarement des joueurs. On voit Jean-François Gillet, des anciens venir, mais est-ce que les joueurs d'aujourd'hui, alors oui, ils sont peut-être pas de la région, ils ont peut-être pas comment je dirais, ce lien qu'à l'époque les joueurs avaient, et peut-être qu'il faut le recréer. Mais je trouve qu'ils sont moins présents, sauf quand on leur demande de venir, alors qu'avant, nous, c'était un plaisir d'y aller. On passait d'ailleurs des bons moments, que ce soit après une victoire ou après une défaite. Vous trouvez aussi du réconfort auprès des gens, c'est tous des Liégeois et qui sont là, et disent, bon, c'est pas grave, le prochain match, ou quand ça s'est bien passé, c'est les premiers à vous féliciter, c'était un plaisir d'y aller. Et j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, je ne suis pas là à tous les matchs, mais ça, il y a un petit peu moins. Mais est-ce que ce n'est pas lié, comme vous le disiez Benjamin, avec l'atmosphère, les résultats, du fait qu'il y a moins de motivation quand ça va moyennement bien, mais quand tout va bien? Je prends juste un exemple, c'est pas comparable, mais quand je me souviens de l'épopée des Diables dans leur qualification pour le mondial au Brésil, tout était beau, était magnifique, et on sentait des joueurs impliqués dans certaines actions commerciales, avec le sourire, la banane et tout. Donc est-ce que c'est pas un peu aussi lié avec tout ça, le fait que tout va bien, donc du coup on se prête au jeu Alors je dirais que de manière générale, parce que ça fait quand même quelques années que je suis là, je crois que de manière générale, les joueurs, et c'est pas propre au Standard,
ont moins de plaisir à venir au contact et même après une victoire. Donc c'est vraiment pas une question de victoire ou de défaite. Il n'y avait pas plus de joueurs après la victoire contre Penn qu'ici après la défaite contre Courtrai. Donc je crois simplement que c'est un changement de mentalité et puis de génération. Et aujourd'hui, c'est pas un manque d'implication dans le club du tout. Je crois que les joueurs l'ont prouvé plus tôt dans la saison. Donc c'est à nous de leur faire transpirer le blason du Standard et de leur prouver que le Standard c'est pas un club comme les autres et qu'ils doivent surprester. Mais ça c'est pas de nouveau mon rôle au niveau sportif. Mais l'idée c'est qu'à côté, je crois vraiment que c'est générationnel aussi. Et là, quand on en parle avec des homologues sur des actions faites avec les joueurs. Aujourd'hui, les joueurs sont libres de venir ou pas venir. Certains viennent, je ne citerai même pas de nom, mais certains viennent, et pas spécialement après une victoire. Je me souviens, après la défaite contre l'Union Saint-Gilloise, juste avant le break de la Coupe du Monde, certains joueurs sont montés. Donc, ce n'était même pas vraiment une question de résultat. Ouais. C'est plus le fait de... Je crois que la génération, la plus jeune génération, est moins ce côté contact, venir au contact, et parfois au contact positif, et boire un verre, c'est plutôt de repartir en famille plus vite ou de le vivre dans un cercle plus privé, en tout cas. C'est vrai que toi, de ton côté, Ali, quand on t'entend, c'était un peu ce côté vrai contact, l'après-match, ça se discutait peut-être avec journalistes, supporters, etc., qu'on voit moins peut-être maintenant. Non, mais c'est surtout, vous savez, ça apprend à connaître aussi les autres personnes qui travaillent dans le club. Parce que vous avez votre vestiaire, vous avez les kinés, vous avez les coachs et tout, mais un club de foot, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est important aussi que les joueurs puissent rencontrer les autres personnes qui font en sorte que... parce que quand on arrive en tant que joueur sur le terrain, c'est le travail abouti, quoi. C'est pour ça il faut voir tout ce qui est préparé. Vous savez, un bête exemple, quand vous êtes joueur, vous avez besoin de 2-3 places de plus. Il y a le team manager qui va... Ah oui, le team manager, mais les personnes qui se sont occupées de ça, ou quand vous voulez inviter de la famille ou des amis. Donc je trouve que le Standard, c'est une famille. Donc il faut absolument que les joueurs prennent aussi conscience de ça, et ils ont un rôle là-dedans. Et c'est pour ça que sur Divertissez-vous avec cette émission sur Arloto, qu'on parle de tout. On parle effectivement de l'équipe première, mais tout ce qui gravite autour. Donc c'est pour ça que c'est important qu'aujourd'hui Benjamin soit là, justement pour un peu mieux comprendre les différents aspects de votre métier. Donc parler un peu de sponsors, les possibilités de visibilité, les ticketing business, nous faire un petit topo par rapport à tout ça. On l'a déjà entendu, mais pour comprendre un peu mieux... Disons que, comme expliqué dans le reportage, en résumé, on va pouvoir vraiment catégoriser en deux segments, je veux dire, nos partenaires ou nos clients. C'est vraiment donc les clients business qui sont comme les abonnés qui ont leur abonnement à la saison dans le stade ou achètent des tickets de manière ponctuelle, vont avoir un siège dans un des différents espaces business. La grosse différence va être pour le partenaire qui, lui, va avoir un élément de visibilité. Alors là, il y a un panel de visibilité assez large, d'un panneau fixe, d'une publicité digitale, de quelqu'un qui va rechercher plutôt une présence sur les réseaux sociaux et de se lier à notre marque parce qu'on a une certaine puissance, un certain engagement sur nos réseaux sociaux. Et donc là, c'est vraiment du cas par cas, mais donc même pour les plus petits sponsors, on essaie de ne pas travailler avec des packages clés en main parce qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas et que les besoins d'une PME ne sont pas les besoins d'une autre PME. Et donc, c'est vraiment la grosse différence, c'est vraiment ce côté partenaire où il y a un élément de visibilité et puis alors tout un panel d'opportunités en tant que client business, suivant ce que vous recherchez et le type de lieu que vous cherchez en fait. Parce qu'on a vraiment essayé de segmenter les lieux de la meilleure des manières pour pouvoir en donner pour tous les goûts. Oui, et en plus, qu'importe aussi entre guillemets les résultats, on peut peut-être le confirmer, mais la marque Standard fonctionne toujours bien. C'est quelque chose qui, en Belgique, avec les autres grands clubs, mais c'est quand même une marque qui fonctionne très bien, qui attire quand même, non? On a un taux de remplissage en business. On sort quand même de une des pires saisons de l'histoire du club la saison dernière. Ça, c'est joli. Il faut savoir qu'on a un taux de remplissage qui est similaire à la saison dernière, alors que, et voire même un peu amélioré, mais donc alors qu'on sort de la pire saison du club. Mais aujourd'hui, la marque Standard fonctionne et on utilise beaucoup le terme expérience et c'est vraiment ça, venir à Sclessin, et là je parle pas que de business, c'est une expérience, même quand on est supporter adverse. Et donc nous, c'est vraiment l'idée qu'on doit laisser transpirer dans ce que l'on fait au niveau commercial, c'est venir à Sclessin, victoire ou défaite, ça doit être une expérience. C'est encore mieux quand on gagne. D'ailleurs, vous l'aviez mentionné il y a quelques temps, vous expliquiez très clairement que cette année, le stade est à nouveau plein, quasi à chaque match. C'est aussi quelque chose qui fait plaisir, même si, et je me souviens, j'y étais, je crois que c'est un mercredi soir, le dernier match qui s'est joué en semaine,
C'était pas rempli, mais c'était quand même bien bondé. Donc ça comme ce week-end, c'était pas rempli, mais c'était quand même. Donc oui, ça c'est aussi un truc, la victoire évidemment joue un rôle, surtout dans l'achat compulsif. Je vais dire le Standard va peut-être rejoue les premiers rangs, et donc c'est sûr que les résultats jouent un rôle. Mais c'est à nous à trouver les solutions pour garder ce remplissage, de garder en fait un intérêt dans l'expérience, même si parfois, comme tout club de foot, on perd. Mais ça fait partie du jeu. On espère toujours gagner, mais ça reste une science très inexacte. Et nous, on doit tout faire en fait pour que l'expérience reste quand même positive, peu importe le résultat qu'on ne peut jamais garantir. Alors, question très simple pour ceux qui nous regardent et qui peut-être vont se dire, je vais peut-être tenter le coup en envoyant un petit mail. Comment on fait pour devenir vraiment un sponsor ou un partenaire dans le concret? Alors, le plus simple, c'est à partir de notre site internet, on a en fait un onglet business qui permet donc de donner un peu toutes les opportunités business et de présenter ces opportunités. Et donc là, il y a des coordonnées de contact, ou alors simplement l'adresse email business@standard.be. Normalement, vous êtes recontacté très rapidement. Et voilà, et de voir vraiment, et là, c'est vraiment et c'est très important. Même pour il n'y a pas de classement de partenariat, et toute personne intéressée, peu importe le budget, c'est de trouver la solution sur mesure qui permet d'avoir un vrai win-win. Et vos partenaires les plus fidèles? On ne va pas faire de classement. Maintenant, notre major partner, qui est vous, est là depuis plus de 20 ans. Exprès. Alors, voilà, mais placement produit. Mais donc, il est sûr que, d'une manière générale, on a vraiment, et ça par rapport à d'autres clubs, une très grande fidélité de nos partenaires. Et je crois que les personnes de l'équipe peuvent être fiers de cela. C'est que je crois qu'on arrive à créer un relationnel et une relation humaine qui fait qu'on va parfois au-delà de parfois des petits problèmes budgétaires qu'on peut rencontrer dans les sociétés. Mais c'est sûr que vous, qui est un acteur de cette émission, est là depuis plus de 20 ans. Notre ancien major partner était resté plus de 14 ans. Et il y en a vraiment souvent des partenariats très long terme. Et c'est là justement qu'on commence à tirer un peu la quintessence d'un partenariat. Aujourd'hui, être partenaire 1 an d'une entité sportive n'a aucun sens. Si vous commencez à capitaliser sur cette notoriété, sur le fait que cette reconnaissance, après, à mon avis, un minimum de 3 ans. Ça, c'est pas de la théorie sponsoring, mais c'est quasiment ça, oui. Et depuis que vous êtes au club, quelles sont les grandes évolutions, les évolutions majeures dans le travail? Je dirais que dans notre travail, donc moi en tant que supporter, d'abord avant de travailler pour le club, je ne me suis jamais dit, tiens, je n'ai jamais été un donneur de leçons de venir, j'aurais mieux fait, parce que jamais j'aurais même rêvé de travailler un jour pour le club de mon cœur, puis c'est arrivé. Mais donc je dirais que ce qui a changé en interne et au fur et à mesure, des changements de direction, c'est quand même, on est mieux structuré en interne. Donc c'est structuré de manière beaucoup plus professionnelle. Et donc il y a toujours c'est jamais parfait, mais en tout cas, je crois que de manière, on commence de plus en plus à avoir vraiment à construire quelque chose qui pourrait et qui doit devenir une machine de guerre, parce que derrière, c'est ça que nous, on doit profiter de ces élans positifs en cas de résultats positifs et quand même faire tenir la baraque commerciale quand parfois les résultats vont être moins bons. Et donc là, je dirais que ce qui a vraiment changé, il y a le Covid qui a beaucoup cassé aussi d'une certaine manière des dynamiques, et donc c'était très compliqué, mais on peut par exemple être très fier, et là c'est vraiment tout le monde là au club, on est sorti du Covid. Alors il a fait très mal il a fallu se réinventer aussi, mais en termes de partenariat, on est resté au même niveau, alors qu'on est resté au même niveau, on n'a pas perdu des partenaires, ou en tout cas on en a récupéré. Donc il y a quand même beaucoup de positifs à ressortir d'une situation très négative au final, que même sportivement, de ne pas jouer ou d'avoir des stades vides, c'est affreux. Mais donc voilà, je dirais, le résumé, c'est plus de structure et garder une dynamique positive par tous les temps. Oui. Moi, j'ai une question, justement, parce qu'il y a, là maintenant, c'est les Américains qui sont à la tête du club. Est-ce qu'il y a un changement par rapport à ça? La dynamique est différente? Est-ce qu'ils essayent d'apporter comment eux voient la chose, ou alors c'est vous les anciens qui savez comment ça marche et qui continuent à faire évoluer comme vous connaissez le club, quoi. Donc en fait là-dessus, les Américains ont très vite compris l'importance de la dynamique locale. Et parfois ils l'ont mieux compris que d'autres Belges qui ne l'auraient peut-être pas compris. Et ici, donc ça, ils ont vraiment, d'ailleurs, ils le prouvent par les choix qu'ils ont faits par rapport aux équipes en place. Ils n'ont pas parachuté des têtes étrangères sans aucune connaissance vraiment du volet footballistique belge et du volet commercial lié au sport belge. Donc à ce niveau-là, ils nous ont vraiment laissé beaucoup de pouvoir et donc beaucoup de liberté. Donc pas de contraintes.
Et eux essaient maintenant d'apporter leur plus-value parce qu'ils ont une certaine puissance et donc parfois de créer des relations avec des sociétés ou avec parfois des fournisseurs qui vont pouvoir nous aider à tirer un peu plus des partenariats, d'offrir plus marketingement ou commercialement. Donc pour le moment, je dirais que la collaboration à ce niveau-là, c'est parce que c'est une collaboration, donc ils ne sont pas arrivés avec vraiment une sorte de dictat. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est une collaboration positive parce qu'on garde vraiment les pleins pouvoirs, supervisés évidemment par 777, mais c'est vraiment une collaboration et c'est beaucoup d'échanges d'idées. Donc moi j'ai un échange, à minima on a vraiment une réunion chaque semaine avec aussi les homologues des autres clubs du groupe. Et ça nous permet en fait d'apprendre beaucoup. Et donc c'est comme ça qu'on sait que dans le groupe, on est très fort là-dessus. On va être le plus fort sur certaines choses et peut-être moins fort sur d'autres. Mais bon, quand on travaille, je vais prendre un exemple avec maintenant Vasco da Gama, c'est un club énorme par rapport à la taille du Standard, mais bon, dans un pays énorme aussi, on a parfois des choses à apprendre, mais on a aussi des choses à leur apprendre. Et ça nous permet aussi de crédibiliser certaines décisions où on se rend compte que, en fait, on a fait des choix et qui sont corroborés parce que le groupe nous ramène de leurs analyses transversales, en fait. D'accord. Et l'autre chose, l'autre point, moi je trouve qu'il est important. Je pense qu'il y a une capacité dans la région liégeoise à ce niveau-là. C'est peut-être aussi pour ça que les gens sont toujours présents. Le Standard. Est-ce que le vaisseau n'est pas trop petit et pas assez moderne? Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller voir d'autres stades. Notamment, je suis allé à Francfort. Et quand on voit ça, est-ce qu'il ne serait pas temps justement d'avoir peut-être un outil peut-être un peu plus grand et un peu plus adapté et modernisé. C'est réfléchi, mais ça met du temps. Je pense que d'ailleurs, même on en avait parlé aussi avec Pierre Loche, fin de l'année passée, qui expliquait que c'est dans la tête, c'est en cours, mais... Oui, parce qu'avant qu'ils reprennent, on en parlait, il y avait le projet du nouveau stade. Là, ici, je parle que du volet business, parce que avoir des beaux business et peut-être tout autour du stade, ce serait peut-être encore plus, ça permettra de... En fait, aujourd'hui, c'est la décision par rapport au stade. Évidemment, le changement d'actionnariat a fait que il faut repenser le projet et surtout qu'il réponde aux critères fixés par notre actionnaire principal et surtout, nous, à notre volonté de développement. Ici, je dirais que, évidemment, on a tous envie d'avoir un stade flambant neuf, mais bon, c'est aussi que c'est step by step. Je crois qu'il ne faut pas oublier que l'actionnariat, le nouvel actionnaire est là depuis 6 mois, enfin 8 mois, et que Rome ne s'est pas fait en un jour. Et leur priorité, c'est important quand même pour les supporters, c'est d'abord le sportif, c'est pas de laisser tomber les autres parties du club, mais avant tout de recréer une vraie dynamique sportive, de résultats, et en fait c'est un cercle vertueux dans lequel le commercial va s'inscrire, et notamment de nouvelles infrastructures. Ici on fait avec les moyens du bord, et je crois qu'on le fait bien, parce que on le voit par rapport au retour des clients et à notre taux de remplissage, parce que même dans ce stade sans doute vieillissant, et moi il y a 2 choses, c'est que je fais quand même beaucoup de stades aussi avec des déplacements. Alors il y a des arènes modernes, je préfère pas citer de nom d'autres clubs, mais un club adverse qui a en fait un magnifique stade en Belgique, quand ils viennent au Standard, la dernière fois qu'ils sont venus, mon homologue m'a dit ici ça transpire le foot. Et en fait, c'est ce que je n'aime pas dans certains nouveaux stades en Belgique, c'est qu'en fait c'est beau mais c'est froid. Mais le Standard sera jamais comme ça. C'est pour ça que... Mais c'est attention que c'est des choix. On pourrait faire des mauvais choix. Et donc je ne parle pas seulement grâce aux supporters. C'est vrai qu'il faut y penser. Parle d'être dans les couloirs des loges au Standard, voir ces anciennes gloires du club sur chaque loge. On fait des visites j'ai encore fait hier des visites avec des business. Voir ces anciennes gloires, se rappeler, voir ce vieux maillot, ces coupes, ce qu'on ne retrouve pas vraiment dans ces nouvelles arènes modernes, même en Belgique. Et bien ça, on ne doit pas perdre cette essence. Alors pour le moment, on rêve tous d'une grande arène moderne avec 6 sortes différentes d'espaces business, 9 restaurants, on imagine. Mais aujourd'hui, on est très réaliste. Il faut être réaliste et on fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est un magnifique outil. Et comme j'expliquais... Mais ne pas détruire l'âme non plus. Ce que j'explique parfois, et ce que j'explique parfois à des clients business ou des partenaires qui me disent tiens, parfois dans une période un peu plus compliquée sportivement, c'est pas facile d'inviter des personnes pour des petits matchs au Standard. Et pour moi, en fait, je leur explique non, en fait, c'est la manière dont on invite les personnes. C'est pas juste Standard contre un adversaire, c'est juste, en fait, on vient vivre une expérience. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que même un client business, enfin un invité qui tient avec le club adverse, j'ai rencontré des supporters business de Courtrai samedi dernier. En fait, ils acceptent beaucoup plus facilement une invitation de venir au Standard que dans d'autres clubs concurrents, parce qu'ils savent qu'ils vont venir vivre une expérience de nouveau. Alors évidemment qu'ils espèrent la victoire de Courtrai,
Je le respecte tant qu'ils le font dans le respect des supporters du Standard, mais évidemment, moi, on espère le contraire. Mais ça, on doit garder ça en fait, et ça, c'est grâce aux supporters. Et ce stade fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Mais évidemment, on devra à terme, et je sais que c'est dans les dossiers que gère Pierre, on devra moderniser ce stade, mais step by step. Et je crois que le mot d'ordre avait été priorité d'abord aux sportifs, et puis on va analyser tout ce qui est possible de faire. Step by step, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Benjamin Mignot, d'être venu aujourd'hui pour nous éclairer un peu cette partie peu connue du grand public. Et vous revenez quand vous voulez. Et je tiens à préciser, on pourra peut-être avoir un petit mot de Jean-François Rémy tout à l'heure, mais au nom de vous, du partenaire vous, nous, on est très très fiers de ce partenariat avec vous, justement. Ouais. On espère que ça continuera encore longtemps. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas. Merci beaucoup, merci. On passe à Parole de supporter. Avec notre partenaire MAS, chaque semaine, on vous le rappelle, vous avez le droit à vous exprimer sur des sujets concernant le sportif, le Standard de Liège. Et cette semaine, vous parlez de 777 Partner. On vous écoute. Je trouve que la politique de transfert, notamment sur le dernier mercato estival, parce qu'ici, sur le mercato de janvier, on n'a pas vu énormément de transferts, en tout cas de transferts entrants. Sur la politique de mercato, je trouve qu'elle est plutôt cohérente depuis le début qu'ils ont repris le Standard. On a vu de bons joueurs arriver, en tout cas certains ont déjà fait leurs preuves. On voit Koyo est très bon, très costaud physiquement. Melegoni fait aussi de bonnes performances tant sur le flanc que dans le milieu. Je pense que les transferts ont été assez intéressants, en tout cas les transferts estivaux. Avoir le jeune joueur qui vient d'arriver au Tokit quand il aura également du temps en pro. Je pense que maintenant dans le football moderne, sans argent, vous ne pouvez pas jouer les premiers rôles dans votre pays, quel que soit. Il ne faut pas dépenser des millions, mais il faut quand même un certain budget pour avoir une équipe compétitive sur le long terme, quoi. Compétitif, avec zéro dépense. Bah, on a quand même une académie qui est là derrière et qui peut alimenter le numéro d'équipe première. Il y a quand même pas mal de qualité là-bas. Hein. En tant que supporter qui suis au stade tous les week-ends et qui suis entouré de tous les autres supporters, on avait quand même quelques réserves. On savait que c'était une société qui se basait sur les clubs pour faire une galaxie, un peu à l'instar de ce que les Red Bull ont fait. Donc il y aurait beaucoup de transferts entre les clubs, que les joueurs allaient voyager. On s'attendait, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'argent au Standard, on s'attendait à avoir des prêts de joueurs qui ne jouent pas dans les autres clubs. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Et puis surtout sans argent, on ne peut pas recruter grand-chose. J'ai l'impression qu'ils misent beaucoup sur la vente de Raskin et de Amala. Pour l'instant, il n'y a rien, il y a zéro arrivé, donc ça reste inquiétant. Ben voilà, c'était l'avis des supporters. Hein. Ils sont différents, ils sont variés, ils réagissent parfois à chaud, à froid, mais bon, c'est le principe de Parole de supporters. On enchaîne tout de suite avec l'adversaire de ce week-end, l'Union Saint-Gilloise, le camp adverse. Et pour en parler, on a récupéré Jean-François Rémy. Ah ben voilà. Rebonjour donc. Rebonjour. Alors j'enchaîne directement avec toi, hein, Jean-François. On va voir effectivement la situation de l'Union Saint-Gilloise. Hein. Bon, on l'a fait bref. Ça va être chaud, ça va être compliqué. Deuxième, 56 points, 51 buts marqués, 26 goals encaissés. Bon là, ils sont en pleine bourre. On va voir même le dernier 11 aligné. Petite, à la différence près que, effectivement, si j'ai bien lu la presse, l'Union va quand même se passer de Van der Heyden et Lazare, notamment, face au Standard. Donc, on va pas partir perdant, mais voilà, il va falloir être costaud. Hein. J'ai la solution. Laquelle? Ouais. Remettre Ali? Non, Benjamin Mignot en pointe, il est très efficace. Donc, voilà. Benjamin Mignot, il est encore là au studio, il s'est dit, oula, si je dois me remettre les crampons. Non mais plus sérieusement, voilà, quand on voit cette compose, cette équipe, c'est un adversaire très fort et très respectable. Oui, mais c'est pas le même contexte que la semaine dernière, c'est pas le même contexte. Aujourd'hui, voilà, je ne parlais tout à l'heure, quand je parlais de Courtrai, le Standard va se retrouver devoir défendre principalement, va avoir donc des espaces à exploiter, il va falloir bien sortir les ballons, il va falloir être très efficace dans le jeu aérien, il va falloir... donc voilà... Il va falloir plein de choses. Mais oui, mais non, mais bien sûr, mais plus de choses défensives et de l'efficacité dans les transitions et les reconversions. C'est déjà une bonne chose que Lazare ne joue pas. Et Van der Heyden, moi je trouve que c'est deux joueurs... ça enlève un défenseur de... Machida est un bon joueur. Qui ça? Machida.
Oui, mais il rentre. Il faut dire ce qu'il y a, cette équipe qui est très forte et très respectable sur le terrain, elle a un groupe très complet en fait. Ça qui est compliqué, on peut pas se dire. Il y a un banc. Il y a un banc. Il y a un banc. Il y a un banc qui est solide. Vous avez Puertas qui peut remplacer. Faut espérer qu'il ne soit pas dans un bon jour. Ouais. Et ces derniers temps, on parlait souvent aussi de ce qui manquait au Standard, c'était un peu aussi ce côté leadership au milieu de terrain. Par exemple, du côté de l'Union, il y a ce joueur qui, en tout cas, je pense que s'il n'est pas présent, mais il sera présent, c'était Elie Thomas. Ouais, quel joueur, hein. Ça aussi, c'est le genre de joueur qu'il faut. Oui, mais qui représente tellement bien ce qu'est aujourd'hui peut-être le monde du football, et surtout en Belgique en particulier. C'est-à-dire qu'en fait, qui était Thomas avant de venir à l'Union Saint-Gilloise? Avant que l'Union remonte en première division. Avant que l'Union C'était un joueur du White Star, non non, pas du White Star. Non, mais il était en deuxième division. Oui, c'est ça. Comme oui, c'est ça. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, il accompagne le mouvement d'une équipe, et puis plus il est en confiance, et plus on voit évidemment l'impact qu'il a. Il a un vrai tempérament, il a un super pied gauche. Ouais, mais moi, ce qui m'impressionne le plus, je crois que l'Union, alors oui, il y a Elie Thomas, c'est un super joueur, mais ils ont 11 super joueurs. Ouais. Collectivement, c'est chaud. Moi, j'ai vu le match contre Bruges, et j'ai dit, en plus, il y a de l'intelligence. Ils ont accepté de souffrir le temps qu'il fallait. Ils ont endormi Bruges, et puis PAM! Ils en ont mis un et le match était... Et ils ont changé le match. On avait parlé à Jean-François il y a quelques semaines, c'est temps fort que le Standard doit gérer, mais eux, ils le gèrent très bien. Il y a de l'intelligence, c'est réfléchi. La stratégie, elle est réfléchie. On va passer directement aux faiblesses, force-faiblesse. Le jeu dominant placé adverse, 9 buts subis lorsque l'adversaire proposait un jeu dominant placé. On avait le jeu de tête, ils défendent mal de la tête. Et le dernier, c'est parmi on a étudié ça avec notre partenaire Vision du jeu. Bon, si tu n'es pas d'accord, on pourra en parler vite fait, mais moi ce qui m'intéresse, messieurs... T'as vu les tours qu'il y a derrière? Non. Mais c'est surtout, regardez, le dernier point, le top 9. Jusqu'à présent, avec les équipes du top 9, ils n'ont eu que 4 victoires sur 11 matchs. Faites le calcul, le Standard est dans le top 9. Voilà, peut-être que c'est le genre de match que l'Union a un peu plus de mal à gérer. On a vu, quand ils sont venus à Sclessin, ils l'ont bien géré. Hein. Moi, je les ai pas vus en difficulté. Alors peut-être que c'est dans le résultat, mais dans le jeu, moi, je ne les vois pas être en difficulté contre les autres équipes. Quoi. Si le Standard ramène quand même un point, c'est déjà... bien, donc pour l'Union, ça sera un échec, je pense. C'est ce qu'il faut aller chercher. Il faut essayer de résister le plus longtemps possible et les faire douter. Et peut-être... Oui, en même temps, quand l'Union Saint-Gilloise, on peut voir les matchs qu'ils ont joués depuis le début de la saison, quand ils vont se retrouver dans une situation d'une configuration d'un match comme ce week-end, si évidemment le Standard va de façon naïve jouer à l'Union Saint-Gilloise, etc., ils vont se faire avoir. Mais s'ils sont compacts, agressifs dans les duels, que le jeu défensif est bien en place, plus le temps va passer, plus ce sera l'allié du Standard aussi, de pouvoir à un moment donné surgir quand même dans une configuration de match où tout ce que j'espère peut-être par rapport au constat qu'on a fait par rapport au match de Courtrai, c'est de ne que trop rarement trouver de l'espace et de la verticalité avec des joueurs qui pourtant peuvent en apporter. Je reviens sur le cas d'Oyo, qui pour moi est un joueur qui doit attaquer la profondeur et qui, dans des matchs comme Courtrai, quand l'équipe doit dominer, se retrouve trop souvent dos au jeu et n'exploite pas au maximum ses qualités. Trop près du rectangle adverse. Donc et là, il n'a pas d'espace, il ne peut pas se retourner. La configuration du match est faite de telle manière que, ok, c'est un adversaire plus compliqué, mais je ne suis pas certain que ce soit plus compliqué à jouer pour le Standard, même si c'est fort et qu'il va falloir être efficace dans les deux rectangles et surtout dans son rectangle défensif. Là où moi je comprends l'interprétation du jeu de tête, c'est qu'ils sont très performants sur le jeu de tête offensif. Défensivement, quand le ballon vient sur un long dégagement ou un long ballon, ils sont très forts tant que le jeu est bien devant eux. Mais il faut les faire défendre en reculant avec des centres qui viennent. Et là, ils ont plus de mal à jouer. Oui, d'accord. Mais par contre, dans l'autre sens, qui va mettre la tête pour marquer ? Ça, c'est un autre problème. On verra ce week-end, du coup, et on espère une belle prestation quand même, du Standard face à l'Union. On passe dans la dernière partie, et là, tout va se jouer pour savoir qui va prendre la tête de ce petit championnat. C'est le game.
Alors les scores, égalité parfaite, hein, 20 pour Ali, 20 pour le reste du monde, représenté ici par Jean-François Rémy. Donc on commence tout de suite avec la première question. Qui veut commencer, le taux? Allez, je commence. Tu commences. Allez, Ali. Qui est l'unique buteur de PSG Bayern? Waouh. Qui s'est joué quand? Ça dépend. Ça s'est joué hier. Kingsley Coman. Allez, c'est dans la luquette. 3 points, enfin, 1 goal pour Ali. Jean-François. Oui. Donc Bruges va jouer dans quelques heures. Combien de goals Jutla du club de Bruges a-t-il marqué jusqu'à présent en Ligue des Champions? Il y a 3 possibilités, 0, 2 ou 4. J'en sais rien, donc je vais dire 2. Pas mal, Jean-François. Allez, égalité. Ali. Et là, Quel est le meilleur passeur actuel de la Première Ligue? Alors, je suis obligé de donner le choix multiple parce qu'on m'avait dit... Moi, j'ai la réponse. Kevin De Bruyne, Eriksen ou Saka? Kevin De Bruyne, Eriksen ou Saka? Je sais pas. Et je vais dire Saka. De Bruyne. Bah oui, De Bruyne. Bah, je sais pas. taper De Bruyne. Je sais pas. hein, Mais lui, sur le il poteau, fait quoi. l'Europe des 11 tout le temps. Non, Bon, Jean-François, l'Europe de 11, c'est City qui joue contre oui. Arsenal. quel numéro porte Nicolas Raskin chez les Rangers? Le 39, le 43 ou le 27? Ah, ça, je sais, moi. Ça, moi, je sais pas, donc je vais dire tout à fait au hasard le 27. À côté, c'était le 43. Bon, 43. on en est où là? Ok, égalité toujours. Ali, combien de tirs cadrés a eu le Standard face à Courtrai le week-end passé? 4, 1 ou 7? 7. Tirs cadrés? Tir cadré? Oui, ah, tir cadré. cadré, Ah bah, cadré. j'ai donné la réponse, donc je peux pas changer. J'ai donné une réponse, j'ai donné une mauvaise réponse. Il est Je suis bon joueur. Je suis bon joueur. je suis bon joueur. Mauvaise réponse, c'était un tir cadré. Ouais, Ah oui. mais bon, Ouais. Mauvaise prestation. Vrai ou faux, J'ai rien Jean-François, Cristiano Ronaldo a déjà marqué un quadruplé pour son nouveau club? Faux. Ouais, il a donné la réponse alors que c'était vrai. Un quadruplé. Un quadruplé, ouais. Vrai ou faux? Parce ouais. qu'il a marqué un quadruplé, tu dis faux? De toute façon, on a entendu le coup de sifflet. Ouais, il a dit faux. Ok, on m'a dit en régie, tu as dit faux, Jean-François, c'est à côté. C'était C'est vrai. vrai. Il a marqué un quadruplé. Ah, je sais pas, moi je suis pas à la prestation de Cristiano Ronaldo. Pourtant, dans l'Europe des ronds, on devrait suivre le championnat. Non, je déconne, Non, ça veut mais dire. bon, ouais. Bon, Ali, Ah, il a marqué 4. vrai ou faux, Ruben Diaz est-il le cousin de Cameron Diaz? Très bonne blague. Ruben Diaz? Oui, oui. Mais non, pas du tout. Faux alors. Faux. Allez, Ali prend la main. Jean-François, quelle est la nationalité du nouveau sélectionneur des Diables Rouges? Réponse 1, germano-autrichien. Réponse 2, germano-italien. Réponse 3, germano-portugais. Germano-italien. Égalité. Et là, je pense que... Ah oui, non, il faut qu'Ali marque pour ça. Ali, contre quel pays l'équipe nationale belge a-t-elle joué son premier match de son histoire? Réponse 1, la France. Réponse 2, l'Espagne. Réponse 3, l'Angleterre. De son histoire? Ouais, le premier match. Pouah. C'était en 1904, pour être précis. Je veux dire la France. Ali met la pression sur Jean-François. J'ai dit au hasard. Prends la tête, c'est bien la France. En 1904, voisin. score 3-3. Et pour terminer, Jean-François, quel club a dominé l'Europe? Quels sont les clubs qui ont dominé l'Europa League entre 2010 et 2015? Les clubs italiens, les clubs allemands ou les clubs espagnols? Europa League entre 2010 et 2015. Facile. C'est facile ça? Bah Bah trop oui, la c'est pression. facile. C'est vrai? Bah oui. Allez, il faut dire une réponse. C'est j'en sais moi. Italien, allemand, espagnol. Allemand. Espagnol. Ah, c'est sur le C'est côté. l'espagnol. C'est le côté, victoire d'Ali Lukunku. Ben oui, c'est espagnol. l'espagnol, avec L'Atlético Madrid en Séville, 2010 et 2012 et ouais, Séville en c'est 2014 et juste. 2015. C'est juste. J'allais dire espagnol. je sais Bon, pas pourquoi, c'était mais pas j'ai mal, hein, voulu te le Jean-François. dire. Oui, tu m'as- Enfin, à la pression. Il est mieux, Le il est dernier mieux, il est tireur, mieux, il le est mieux, Mbappé, il est là. mieux. Oui, mais il est mieux, il y a du mieux. J'ai voulu lui faire plaisir. Bon, on sent la banane. Ali Lukunku, là, il reprend la tête, là, il est bien confiant. La question était un peu plus de maintenant. Ah ben voilà. La première. Ah ben voilà, ça va faire plaisir à toute l'équipe. Merci à vous, messieurs, d'être venus aujourd'hui dans Standard Talk. Jean-François, comme d'habitude, tu reviens, t'es chez toi ici. Ali, Ok. on se retrouve la semaine prochaine Ouais, je suis pour une chez nouvelle moi aussi, émission. hein. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle vite l'adresse rsl@letalk.be pour nous laisser des messages en vidéo. Et on se fera un plaisir d'en discuter en plateau. Passez une bonne semaine et à mercredi prochain. Ciao, ciao.